très longtemps dans le mobile, coach de start-up, conférencier. Et je suis surtout connu pour avoir créé et managé les équipes de Deezer et de Viadeo, les équipes mobiles de Deezer et de Viadeo. Alors, je ne sais pas si vous le savez, on vous l'a peut-être déjà dit, 2017, ça va être l'année du mobile. On vous l'avait déjà dit, il y en a qui le savaient peut-être. Bon, le point, c'est que c'est l'année du mobile depuis 15 ans bientôt, tous les ans. Donc 2017 sera aussi l'année du mobile, ça va s'arrêter en 2018, je pense, un truc comme ça. Et vous avez peut-être déjà vu cette comparaison. Alors justement, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années-là. Entre 2005 et 2013, je vous laisse jouer au jeu des 458 différences. Non, j'ai pas compté, hein, c'est une blague. Mais vous voyez la vitesse à laquelle les choses sont allées en termes d'adoption. Et puis, c'est une technologie sans précédent dans l'histoire de l'humanité parce que ça concerne aussi les pays émergents, sans précédent dans sa portée, le fait que tout le monde a adopté cette technologie-là, et puis donc évidemment dans la vitesse à laquelle c'est allé. Et pour les ordres de grandeur, vous avez plus de SIM mobiles activés que d'hommes sur Terre. C'est quand même pas rien, il n'y a pas beaucoup d'objets dont on a plus d'exemplaires que d'hommes sur Terre. C'est même plus adopté que le stylo. Vous avez des pays dans lesquels les gens, où il y a des analphabètes, les gens ne savent pas écrire, mais ils savent se servir d'un mobile pour appeler leur famille. Et puis, le petit truc qui fait grincer un peu, c'est que c'est plus adopté que la brosse à dents. Alors ça s'explique bien, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'eau, donc on ne va pas utiliser la brosse à dents. Mais bon, quand même, pour les ordres de grandeur, vous voyez, c'est quand même particulièrement significatif. Et puis donc sur les grandes peurs que les jeunes ont, alors et les moins jeunes, voilà les grandes peurs. Je ne sais pas si vous avez ces peurs-là. Alors il y a des prises sur les côtés, si vous en avez besoin. C'est notre doudou qu'on touche tous les jours. Alors le meilleur ami de l'homme, c'est plus le chien, c'est le mobile. La nomophobie, ça existe, c'est le fait que les gens pensent différemment quand ils sont séparés de leur mobile. Il y a eu des études là-dessus. Est-ce que dans cette salle, on a des smartphones addicts? Qui est smartphone addict? Ouais, ok. Pas une majorité, mais une bonne partie quand même, une bonne moitié. Moi, ce que je dis, c'est que le mobile, il a complètement bouleversé nos vies, très rapidement, ça allait très vite, au point carrément de devenir une extension de nos cerveaux. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, peut-être, pour ceux qui sont addicts, justement? La grande question, c'est pourquoi? Alors, est-ce que vous avez des pistes sur le pourquoi? Quelles sont les caractéristiques du mobile qui font qu'il a pris cette place dans nos vies? Quelqu'un a une piste? Non? Une suggestion? Allez-y. Je suis sûr que vous savez déjà une grande partie des choses qu'on va aborder. Intéressant, l'ubiquité, ouais. On lui délègue beaucoup de choses. Il tient dans la poche. Alors on va commencer par celui-là, c'est intéressant. Parce qu'en effet, le premier point qui fait que le mobile est révolutionnaire, c'est le partout tout le temps, y compris aux toilettes. Alors je ne vous fais pas lever la main, mais c'est le cas pour 75% d'entre nous. Mesdames, je vous vois rire, mais sachez que la parité est respectée. Il y a une petite équation très simple pour ça, je vous laisse en prendre connaissance. Et il y a même une application pour ça, qui s'appelle iPoo et que je ne vous invite pas à télécharger. Alors c'est pour passer le temps, évidemment. Bon, bref. Un peu plus sérieusement, c'est le premier appareil connecté qu'on a toujours sur soi. Le premier appareil électronique qu'on avait sur soi, c'était le Walkman. Il faisait très bien de mettre la musique dans nos oreilles. Alors le mobile le fait très bien aussi depuis. Mais je préfère le terme américain parce que le terme américain, c'est Connected Computing Device. Donc en capacité de faire des calculs. Et quand on était en primaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, les calculs, ça servait à résoudre des problèmes. En effet, et donc c'est ce à quoi le mobile nous sert principalement. Avec le mobile, on résout des problèmes. On est surtout sur quelque chose d'utilitaire. Alors vous regarderez les applications que vous utilisez le plus régulièrement. Vous regarderez, elles sont toutes dans l'ordre de la résolution de problèmes. Et même quand on est sur des contenus, pour passer le temps, en fait, on vient occuper des moments d'inoccupation. Ça résout un problème également. Le deuxième point qui fait que le mobile est révolutionnaire, c'est l'instantanéité. Alors j'aurais pu prendre l'email, j'aurais pu prendre plein de cas. J'ai pris la météo. On attendait 5 heures entre 2 journaux télévisés. L'Internet nous a fait passer à 5 minutes, le temps de démarrer de notre navigateur et de trouver la bonne page. Et bien le mobile nous a fait passer à 5 secondes. 5 secondes. Si les gens sont devenus impatients, c'est la faute du mobile. On en est tous là. Et les jeunes générations sont particulièrement impatientes. Le troisième point qui fait que le mobile est révolutionnaire, c'est la facilité d'utilisation. Alors rassurez-vous, il y a un seul slide. Voilà, des enfants. Moi, mon fils, à l'âge de 2 ans, savait déjà switcher d'une application à l'autre sur l'iPad. Et puis là, il a 5 ans, je l'ai vu l'autre jour skipper la pub
pour regarder son dessin animé plus vite. Il suffit de voir avec quelle facilité les enfants justement appréhendent ces appareils pour se rendre compte qu'on est vraiment face à une grande facilité d'utilisation qui fait qu'on a adopté notamment les usages smartphones. Le quatrième point dont on va parler, c'est la réduction des points de friction. Alors la friction, petit schéma de terminal, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qui empêche un objet de glisser ou d'avancer. Dans le digital, c'est ce qu'empêche nos consommateurs, par exemple, de valider un panier. Alors vous avez justement le nouveau métier de l'UX, l'expérience utilisateur, qui s'adresse à résoudre tous ces petits grains de sable qu'on peut enlever. Enlever des grains de sable dans la conversion de panier pour un e-commerçant, c'est plutôt une bonne idée. Mais on a vu apparaître en fait tout simplement ce que j'appelle des services anti-friction. Et ces services sont particulièrement mobiles. Donc la fourchette, par exemple, qui vous permet de réserver une table de restaurant très très simplement. Ou vous voyagez SNCF, avant, on allait faire la queue à la gare. Il n'y a pas si longtemps, on allait faire la queue à la gare. Maintenant, on a une application et à peu près en 30 secondes, avec l'instantanéité, on a réservé son billet. Et puis, réservation d'hôtel, etc. Moi, j'ai une assistante, mais je ne lui délègue pas mes voyages, parce que ça va beaucoup plus vite pour moi de faire ça avec les applications. Alors, elle fait plein d'autres choses pour moi. J'ai une petite anecdote d'ailleurs avec la fourchette. C'est surtout présent à Paris. Il y a un restaurant où j'allais souvent qui s'appelle l'Abbé Mousse-Bar dans le 2e. Et ce restaurant m'avait dit, du coup, nous, ça nous coûte quand tu réserves par la fourchette, donc prends plutôt notre carte et appelle-nous. Et comme j'y allais souvent, j'ai essayé. Sauf que la semaine d'après, j'ai pris un rendez-vous pour un déjeuner à 12h30 pour le lendemain. Et puis le restaurant, il n'est pas ouvert à cette heure-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ressorti mon application La Fourchette, même si je ne voulais pas. Ce que je veux dire par là, c'est quand on y a goûté, on ne peut plus faire machine arrière. Et vous, d'un point de vue entreprise, tout à l'heure, Olivier Zrati vous parlera beaucoup de cette transformation numérique des entreprises. Il faut travailler justement à enlever tous ces grains de sable grâce au mobile. En tout cas, c'est un très bon appareil, un très bon dispositif pour enlever ces grains de sable et faire des services anti-friction. Et cette friction, elle n'est pas seulement sur le digital, elle est aussi dans le monde physique, la vraie vie, la vie de tous les jours. Donc c'est le 5e point qui fait que le mobile est révolutionnaire. Il fait le lien entre le monde physique et le monde digital. Donc mon usage digital et la vie réelle. Alors ça, quand je présente ces slides-là à des jeunes, on va dire entre 18 et 20 ans, ils ne le comprennent pas, parce qu'eux, ils ont grandi avec un mobile dans les mains et ils ont toujours été dans la deuxième partie. Pour des gens comme moi, on a encore cette vision-là des choses. Et on parle aussi de baguette magique pour digitaliser le monde réel. Alors puisqu'on parle de digitaliser le monde réel, moi j'ai pris quelques objets physiques, là je me suis amusé. Et puis, on voit qu'ils sont assez vite remplacés par du digital. Donc, l'industrie du jeu vidéo va pas très bien, hormis Pokémon Go, sur mobile. L'appareil photo. Qui se réveille avec son mobile? Alors, on a pas mal de mains levées, vous voyez. Donc, c'est la disparition du réveil, la digitalisation du réveil. Donc, la musique, évidemment, avec des choses comme Deezer ou autre, GPS, etc. Bon, là, on comprend tout de suite pourquoi Apple est l'entreprise la plus valorisée au monde. Et je peux faire les mêmes slides avec Google et Android. On comprend pourquoi Google en est là. Donc, on peut imaginer par rapport à tous ces objets aussi que les prochains objets à être révolutionnés, ce sera le stéthoscope, les moyens de paiement. Voilà, il y aura pas mal de choses encore. Et puis, je vous fais remarquer aussi que pour l'Internet des objets, si vous avez regardé un peu ce qui s'y passe, c'est quasiment systématiquement avec le mobile. Vous avez très peu de choses dans l'Internet des objets qui ne sont pas dans le mobile et pas la télécommande ou la manière de visualiser les choses. Et on se sert du mobile pour scanner justement le monde physique. Donc on va prendre des photos, on va faire des selfies, on va faire ce genre de choses. Le fait d'être en capacité de scanner le monde physique, on va pouvoir se créer de nouvelles capacités, comme par exemple comprendre n'importe quel panneau. C'est ce que vous permet Google Translate dans un pays où vous ne comprenez rien. Vous allez pouvoir faire ça. Ou scanner un objet. Là, j'avais essayé ça avec ma boîte de sardines pour Amazon. Donc, je scanne ma boîte de sardines et je peux en racheter sur Amazon. Donc ça, c'est les capteurs. On a la photo, on a le micro. Donc le micro qui nous permet de reconnaître à peu près n'importe quelle musique avec Shazam. On peut faire plein d'autres choses avec le micro, mais ça, c'est un des exemples les plus marquants. Et puis avec la géolocalisation, donc ça, on peut savoir à peu près tout ce qui se trouve autour de nous, ou même trouver ce dont on a besoin autour de nous. Le point le plus intéressant étant Waze. Vous savez, Waze qui vous permet d'éviter le trafic. Alors, moi, je trouve que ces choses-là, on a des capteurs, là, on se rajoute des capteurs un peu, parce que le capteur de géologue, humainement, on ne l'a pas. On se rajoute une sorte de 6e sens ou de sens supplémentaire. On est capable de sentir le trafic, sentir la route, savoir qu'il va falloir qu'on passe par ailleurs. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se rajouter des pouvoirs? Et pourquoi pas des super pouvoirs? Grande question.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont télépathes, c'est-à-dire capables de transmettre leurs pensées à quelqu'un à l'extérieur de la pièce? Oui, tu es capable, Ludovic? Bien. Il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Mais tu as tout à fait raison, Ludovic, nous le sommes tous. Si je veux transmettre une pensée à Lisa Harel, je sors mon mobile, je l'appelle, ce sera de la voix, ou je lui envoie un petit SMS. Et ça, c'est le premier super pouvoir que le mobile nous a donné, et ce qui nous a fait l'adopter, c'est la transmission de pensée. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, mais je place les appels, le SMS ou l'instant messaging. Pour moi, c'est de l'ordre de la transmission de pensée. Snapchat également, on transmet des images. Les émoticônes, on transmet des émotions. Ce qu'il faut bien voir là, c'est que pour faire une meilleure transmission de pensée que le mobile, on aura beaucoup de travail. On est sur une V1.0 de la transmission de pensée. En faire une meilleure, ce sera très compliqué. Alors je me suis amusé après à me dire quels sont les autres super pouvoirs que le mobile nous donne. Donc j'ai pris la série Heroes, que vous connaissez peut-être. Et dans cette série, on a la transmission de pensée. On a l'omniscience, alors le fait de tout savoir. Avec Wikipédia et Google, vos dîners en ville, il n'y a pas trop de sujets tous les sujets sont à votre disposition. Donc l'internet des objets, le fait de commander les objets, par exemple d'ouvrir une porte avec des verrous commandés, ou même on va dire que c'est un peu ringard qu'à 2000, de commander sa voiture pour qu'elle vienne vous chercher. Ça, c'est un peu dépassé. On voit bien qu'avec les Tesla et nos montres, ça va arriver très très vite. Donc la maîtrise du temps, pourquoi pas. Prévoir l'avenir, le mobile est une source incroyable de données. On pourra faire des choses intéressantes avec les logiques de big data. Par contre, pour lancer des éclairs, c'est pas top. On a l'appareil photo, mais bon, ça pêche un peu. Voler, donc les drones se commandent avec des mobiles. La téléportation avec Skype ou FaceTime, donc c'est pas complètement mobile. Mais on va s'arrêter sur un sujet un peu plus intéressant, qui est tout ce qui va se passer au niveau de la santé. Donc le mobile est pressenti pour prendre une grande place là-dedans. Et on va s'arrêter sur les pays émergents, un pouvoir d'invincibilité, ou sans aller jusque-là, le pouvoir de ne pas mourir. Dans certains pays, quand vous êtes un berger avec votre troupeau et que vous allez d'un oasis à l'autre oasis, si vous arrivez à l'oasis et qu'il n'y a plus d'eau, vous perdez la moitié de votre troupeau et vous risquez d'y rester vous-même. Ça n'arrive plus, ça. Parce qu'il y a 2 jours, dans le monde d'aujourd'hui, il y a 2 jours, votre cousin vous envoie un SMS pour vous dire « c'est bon, tu peux y aller, il y a de l'eau ». Ou vous envoyez un SMS pour vous dire « ne va surtout pas à cette oasis, il faut que tu ailles à l'autre parce qu'il n'y a plus d'eau ». Donc ce super pouvoir de transmission de pensée nous permet ces choses-là dans les pays émergents. Et puis on a vu des choses aussi de cet acabit-là avec la prévention des épidémies, notamment lors des tremblements de terre à Haïti, etc. Alors pour continuer dans les super pouvoirs, je vous laisse imaginer ce que ça donnera le jour où on a des imprimantes 3D portatives et qu'on peut matérialiser des objets. On se prend pour des dieux un peu. On a des applications qui vous apportent une mémoire d'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez Evernote, c'est de cet ordre-là. Moi, je compare SlideShare. Alors, Lilou, quand elle revient à la vie dans le 5e élément, s'injecte 200 ans d'histoire de l'humanité. Elle se l'injecte sous forme de slides. Si vous regardez dans le film, ça ressemble vraiment à des slides. SlideShare vous permet hors ligne de télécharger des slides sur le gros hacking ou sur créer sa startup en 48 heures, là, puisqu'on a vu ça tout à l'heure avec Comcourto, et de vous les injecter, donc de vous injecter des connaissances. Alors, on est aux prémices, mais dans les années qui viennent, on pourra envisager ce genre de choses. Et puis celui-là, on ne l'a pas trop vu venir et il est en train de prendre une grande ampleur. Donc il y avait déjà des applications qui vous permettaient de parler à l'oral et que ça traduise. Et là, vous avez sur Kickstarter un objet qui se met dans les oreilles, c'est ni plus ni moins qu'un casque Bluetooth un peu avancé avec votre mobile. Et vous voulez échanger avec un Chinois, donc il met le même appareil et vous pouvez avoir des conversations de français à chinois dans votre langue. Donc c'est vraiment de l'ordre de la science-fiction, ce genre de choses. À la base, c'était de la science-fiction. La science-fiction devient de la science, tout simplement. Et puis, je vais vous parler d'un dernier pouvoir qui est le mobile et les réseaux sociaux. Parce que le mobile et les réseaux sociaux sont très très liés. Quasiment 80% de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est lié au mobile. Je pense que c'est le pouvoir de changer le monde. Et si on maîtrise les réseaux sociaux et le mobile, on va peut-être même pouvoir se faire élire président des États-Unis. Donc vous pourrez aller voir, il y a les liens sur les articles. En tout cas, c'est clairement, significativement le social media, la maîtrise du social media et les choses qui ont été entreprises par les équipes de Donald Trump. Il y a des analyses qui montrent que justement, c'est probablement ça qui l'a fait gagner. Occupy Wall Street, comment les outils mobiles ont été mis à profit par les gens qui faisaient les protestations. Et puis Black Lives Matter. Black Lives Matter, juste pour le rappel, c'est à partir d'une vidéo mobile. On a tous cet appareil photo avec nous, on a tous un œil
qui nous permet après de remonter des choses graves et peut-être de déclencher après une réaction. On voit ici un mobile, ça va être le moyen aussi d'alimenter cette protestation. Les printemps arabes, où le gouvernement a eu même l'intention à un moment de couper Internet pour que la protestation ne puisse pas s'amplifier. Mais ça ne marche pas trop parce que, par exemple, à Hong Kong, ils utilisaient un réseau qui s'appelait FireChat. Et FireChat, c'est du peer-to-peer, ça ne passe pas par les serveurs. Parce qu'en Chine, l'Internet est beaucoup filtré. Enfin, à Hong Kong aussi. Tout ça pour vous dire que les révoltes humaines ou les révolutions humaines se passent principalement, ou en tout cas sont orchestrées, par les réseaux sociaux et le mobile. Et donc plus récemment, malheureusement, on est au triste anniversaire des attaques au Bataclan. Et vous aviez vu sur mobile, sur Twitter, ce hashtag porte ouverte qui permettait à des gens qui avaient une chambre de libre d'accueillir les gens qui n'avaient pas d'hébergement pour la soirée, parce que c'était vraiment un bazar sans nom à Paris, avec des touristes qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, etc. Et le Are You Safe de Facebook qui vous permettait de dire voilà, je suis en sécurité, ou au contraire d'essayer de trouver qui ne l'était pas. On est vraiment face à ce que j'appelle moi l'intelligence ou la conscience collective. C'est-à-dire que face à un grand événement comme une attaque terroriste particulièrement violente, l'humanité est capable de réagir et d'essayer rapidement de trouver des solutions. On n'avait jamais eu ce pouvoir avant. Alors dans la science-fiction, il est souvent abordé, rarement abordé en fait, peut-être Avatar, peut-être des choses comme ça en tout cas. Mais le fait que maintenant tous nos êtres soient connectés les uns envers les autres, on a vu tout à l'heure de la transmission de pensée, on est sur de la transmission de pensée à plusieurs. Alors, ça c'est les choses avec lesquelles vous allez repartir, d'un point de vue, on va dire, praticité pour vos entreprises ou pour vos stratégies. Donc on est en train de digitaliser le monde physique, donc évidemment il va falloir inscrire vos expériences digitales dans le monde physique. Penser le côté utilitaire et résolution de problèmes, et surtout donner des super pouvoirs, ou du pouvoir tout simplement. Ça explique ce que j'abordais ce matin, le fait que les applications plaquettes ou les choses qui sont de l'ordre de l'information ne marchent pas très bien sur mobile. Et pourquoi ? Parce que les gens à qui on offre nos applications, ils ne sont pas forcément conscients comme vous maintenant qu'on est de l'ordre du super pouvoir, mais inconsciemment oui. C'est-à-dire qu'ils comparent tout de suite ce que vous leur offrez avec ce que leur mobile leur offre, ou ce que des applications comme Facebook leur offrent. Et donc inconsciemment, il y a cette comparaison-là. Donc vous, ce que vous faites, ce que vous construisez, il faut que ce soit de cet acabit-là. En tout cas, on voit que les services qui sont de l'ordre du super-pouvoir ont beaucoup de succès. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Parce que ça, c'est aujourd'hui, tout ça, là. Ça, c'est ce qu'on peut faire dès maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est quoi l'avenir du mobile ? Donc la première chose rigolote, c'est ce tweet qui avait fait grand bruit dans la sphère mobile, qui parle d'Angry Birds et de l'homme sur la Lune. Donc en 1969, la NASA elle avait un énorme ordinateur et on a à peu près la même puissance de calcul dans nos poches là avec nos mobiles. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour envoyer des oiseaux sur des cochons dans Angry Birds. Alors on l'a vu, on fait un peu plus que ça. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est la taille de l'ordinateur en 69 et le fait qu'il était dans une pièce à l'autre bout du bâtiment. Et puis que depuis cette époque-là, il n'a cessé de se rapprocher de nos corps, sur nos bureaux, sur nos genoux, dans nos mains, sur nos oreilles. Bon, on a essayé devant nos yeux, pour l'instant on n'est pas encore prêt à l'accepter, mais pourquoi pas ? Sur nos poignets, peut-être demain sur nos peaux, pourquoi pas dans notre corps ? C'est flippant, hein ? Est-ce qu'on va devenir des machines ? Est-ce que vous êtes prêts à devenir des machines ? Alors là-dessus, j'ai une petite vidéo à vous montrer qui s'appelle, j'ai appelé ça l'homme augmenté. C'est une vidéo de Sarif Industries qui s'occupe justement de l'homme augmenté, qui se concentre là-dessus. Nous vous aiderons à développer vos talents comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Nous vous aiderons à voir le monde comme jamais vous ne l'avez vu. Et à partager davantage avec ceux qui vous sont chers. Avec nos augmentations, nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé.
Sarif Industries. Pour en savoir plus, visitez sarifindustries.com. Il y en a parmi vous qui avaient déjà entendu parler de Sarif Industries? Personne? Personne? Alors c'est de la science-fiction, hein, je vous le dis. Mais quand on voit cette vidéo, on n'est pas certain. Donc c'est de la science-fiction, c'était pour un jeu vidéo qui s'appelait Ex Machina, et évidemment dans le jeu vidéo ça se passe mal, c'est un scénario catastrophe, comme à peu près toute science-fiction qui parle de technologie future. Et donc on parle de l'homme augmenté, et puis j'avais vu ce tweet-là d'une jeune personne sur Twitter, elle dit la prochaine vraie évolution, c'est que ton mobile puisse scanner tes pensées, et tu penses à un truc et ça le fait. Donc il y a plusieurs choses à en tirer. Hein. D'abord, elle est prête à ce que son mobile scanne ses pensées. Donc, déjà, Google scanne nos mails avec Gmail, là elle est prête à ce que ça scanne ses pensées si c'est pratique pour elle. J'avais répondu ça, puisqu'on a vu que la voix, c'était un proxy de transmission de pensée. Eh ben, on n'est pas complètement à la transmission de pensée, mais on est déjà à la voix. Donc on va dire à Siri ou à Google, fais-moi ça, fais quelque chose. Je parle là du cerveau augmenté en fait. Parce qu'on a vu tout à l'heure que notre mobile était une connexion avec notre cerveau, et puis dans notre mobile, il commence à y avoir des intelligences artificielles. On est aux tout prémices, hein, c'est le début. Hein. On est aux prémices de ça, elles ne sont pas encore si intelligentes que ça, ces intelligences-là, mais elles vont se développer beaucoup. Il y a eu pas mal de sujets d'ailleurs au RNN là-dessus. Mais voilà comment ça peut se représenter. Et ça ne va pas s'arrêter, ça. On va continuer. Voir si on extrapole, on va peut-être arriver à ça. Carrément intégrer ces ordinateurs-là dans nos cerveaux. Alors c'est la grande question que j'ai pour vous. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à devenir des machines? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à se mettre une puce dans le corps dans les 5 ans qui viennent? Il y a toujours quelqu'un qui dit oui. Voilà, merci Anthony. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais la grande question à se poser, si c'est pour faire du jeu ou de l'entertainment, on ne va pas forcément y être prêt. Mais qu'est-ce qui va nous faire craquer d'après vous? Exactement, la santé. Et on a eu la conférence ce matin de Didier Kernel qui était très intéressante sur ces sujets de transhumanisme. Hein. Souvenez-vous du pacemaker, dans les années 58, on a commencé à mettre des machines à l'intérieur des corps. Il n'y a pas si longtemps, je faisais cette conférence auprès d'étudiants, et j'avais un étudiant qui a été amputé d'une jambe, il a une prothèse, elle est complètement bionique. Hein. Donc pas très éloigné de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc sur les mêmes sujets que Didier Kernel ce matin, ils sont tous les deux d'ailleurs assez éminents sur ces sujets-là, je vous invite à aller regarder, on n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui, la conférence à TEDx de Laurent Alexandre. Il en a fait une sur la santé, une sur l'éducation. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort. Donc c'est comment la combinaison des technologies NBIC, mais notamment de l'intelligence artificielle, va pousser notre durée de vie vers plus loin. Donc comment on va gagner 20 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et puis quand on gagne de l'espérance de vie, on gagne autant de temps de recherche pour la rallonger encore. Donc voilà dans les grandes lignes la théorie. Ce qu'il faut bien voir, et c'est un des sujets sur lesquels il se penche le plus, c'est que c'est inévitable que l'homme s'augmente grâce à la technologie. Parce que si on le fait pour des gens qui sont invalides, comment on va interdire à des gens valides de le faire? Et on a vu d'ailleurs que des invalides pouvaient éventuellement courir plus vite que des gens valides. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir interdire ça? Comment est-ce qu'on pourra interdire dans des pays comme la Chine, où il y a moins de contraintes morales sur ces choses-là, de faire des hommes augmentés? C'est inquiétant, hein, c'est le sujet que Didier Kernel a abordé ce matin. Ça pose plein d'enjeux éthiques et politiques. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler. Mais en tout cas, on peut partir de ce principe-là que l'homme va s'augmenter grâce à la technologie. Et bien moi, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que vous avez déjà une machine qui vous augmente tous les jours et qui est toujours avec vous, même quand vous êtes aux toilettes, hein, même quand vous êtes dans votre salle de bain. Vous avez déjà avec vous une machine qui augmente vos capacités. Donc ce que je pense, et c'est la conclusion de cette conférence, c'est que si l'homme prend la voie du transhumanisme, c'est-à-dire s'augmenter par la technologie, l'appareil qui aura marqué le début de ça, eh bien c'est le mobile. Messieurs, dames, les transhumains, je vous remercie.